Bonjour tout le monde, on se retrouve pour terminer notre cours avec cette partie des sarcocystidés. On va maintenant traiter la benothiose. La benothiose est une parasitose sud-européenne négligée, appelée aussi anasarque des bovins. Elle est causée par Benoitia benoiti, qui est un parasite apicomplexe. Elle existe aussi au Maroc. Benoitia benoiti est un protozoaire à cycle du type coccidien. Son cycle évolutif est hétéroxène avec un hôte définitif félidé présumé être le chat, et avec un cycle coccidien digestif classique et un hôte intermédiaire qui est le bovin. Benoitia benoiti prend trois formes. Une forme de bradyzoïde qui est présente dans les kystes tissulaires, ils sont sous forme de croissant. Le noyau n'est pas central et il est de dimension variable. Pour ce qui est des tachyzoïdes, qui sont une autre forme, elles circulent dans le sang ou dans une vacuole et enfermées dans des pseudokystes. Enfin, pour ce qui est des kystes, ils ont une forme globuleuse. Ils sont de grande taille et contiennent des bradyzoïdes. Leur paroi est épaisse et elle est organisée en trois zones. Une membrane interne, une membrane intermédiaire et une zone hyaline. Ici, on peut observer ce kyste sur le schéma avec la zone hyaline, la membrane intermédiaire et la membrane interne. Donc, pour ce qui est du cycle de vie de la benothiose, le bovin fait face à deux stades successifs du parasite. Le tachyzoïde, qui se multiplie activement dans les cellules endothéliales des vaisseaux, puis suite à la réaction immunitaire cellulaire, le bradyzoïde qui est intracellulaire. Ce stade génère des kystes globuleux à parois épaisses et de grande taille, allant jusqu'à 4 mm de diamètre dans différents tissus. Dont on peut citer les muqueuses nasales, les muqueuses trachéales et vaginales, le derme, la conjonctivure oculaire, mais aussi leurs organes profonds comme la rate, le foie ou les poumons. Les tachyzoïdes feraient éclater les cellules endothéliales après s'y être multipliées. Une partie d'entre eux serait alors libre dans le sang avant de pénétrer dans d'autres cellules endothéliales. La durée de cette multiplication active qui entraîne une généralisation de la benothiose dans l'organisme du bovin infecté. La durée n'est pas connue, mais elle semble courte de l'ordre de 1 à 2 semaines, le temps que la réponse immunitaire efficace se mette en place. Les kystes à bradyzoïdes peuvent rester viables pendant près de 10 ans dans le bovin. Chez un animal infecté et surtout malade, les kystes à bradyzoïdes sont très abondants, souvent par dizaines de milliers dans les muqueuses. Le tissu conjonctif, sous-cutané et intermusculaire, la peau, ainsi que dans les tubes séminifères, ce qui peut causer des orchiépididimites, ce qui peut causer des infertilités chez les taureaux reproducteurs. Il constitue le réservoir parasitaire durable de la maladie. Toutefois, la transmission verticale et vénérienne paraissent actuellement négligeables. Dans le cycle homoxène, les bradyzoïdes des kystes cutanés peuvent être transmis mécaniquement d'un bovin infecté à un bovin sain. Dans le cycle homoxène, les bradyzoïdes des kystes cutanés peuvent être transmis mécaniquement d'un bovin infecté à un bovin sain par l'intermédiaire d'insectes piqueurs, principalement les tabanidés ou stomoxinés, tout comme par une aiguille souillée lors d'injections en série, lors de vaccinations en groupe. Ce cycle homoxène de bovin à bovin apparaît désormais comme très largement dominant. Tous les bovins, quel que soit leur âge, sont réceptifs. On note une présence de kystes à bradyzoïdes dans les tissus de jeunes veaux dès l'âge de 4 à 5 mois. Les jeunes bovins apparaissent réceptifs, mais peu sensibles jusqu'à l'âge d'1 an. Les bovins plutôt jeunes, qui vont de 2 à 4 ans, et les mâles sont préférentiellement atteints. Et le taux de mortalité est plus élevé chez les taureaux. Il n'existe pas de prédisposition raciale chez les bovins. La benothiose dépend aussi de la saisonnalité. Autrefois uniquement estivale, de juillet jusqu'en octobre, elle est liée à la pullulation de la population des tabanidés, avec une allure parfois pseudo-épisodique. La benothiose aujourd'hui s'étend plus dans le temps, durant quasiment toute l'année, sauf l'hiver. En début d'été, les populations abondantes de stomox, et surtout de tabanidés, qui sont les vecteurs les plus efficaces, causeraient des contaminations massives et l'apparition plus fréquente des cas cliniques. L'élevage en cheptel collectif, avec notamment la pratique de la transhumance estivale, constitue le facteur majeur de risque, tout comme la pratique des achats non contrôlés, notamment pour les cheptels engraisseurs. Contrairement à ce qui a pu être observé avec la blue tongue, par exemple, et en dépit des distances potentielles de déplacement des stomox et des tabanidés, il existe une transmission vectorielle très intense intra-troupeau. A l'inverse, la transmission inter-troupeau semble plus faible et plus lente. Les tangs sont les meilleurs vecteurs de la benothiose car quelques individus seulement paraissent perdurer une transmission efficace du parasite, tandis que plusieurs centaines, voire des milliers de piqûres de stomox sont nécessaires pour cela. En zone d'Anzouti,
Les cas cliniques restent très sporadiques avec une proportion d'individus séropositifs élevée, voire très élevée, jusqu'à supérieure à 50%. En zone d'invasion récente, les cas cliniques peuvent être nombreux les 2 à 3 premières années et revêtir une allure pseudo-épizootique, avec un taux de morbidité élevé et un taux de mortalité très conséquent, atteignant jusqu'à 10%. L'infection par Benoîtier à Benoîtier est asymptomatique pour la plupart des sujets, qui vont jusqu'à 90%. D'autres, en revanche, développent dans un délai très variable, qui va de 2 semaines à plusieurs mois, un tableau clinique et lésionnel caractéristique, d'intensité croissante au cours du temps. Après une incubation minimale de 6 à 10 jours, 3 phases successives peuvent être distinguées. La phase aiguë fébrile, où on observe un syndrome fébrile qui est intense et qui va couramment de 40 jusqu'à 42 degrés Celsius. La peau est congestionnée et sensible. La congestion de la tête peut s'énoncer précocement avec un gonflement très visible et des yeux très congestionnés, paraissant exorbités. L'inflammation aiguë des muqueuses oculaires et pituitaires cause un épiphéro constant et un abondant jetage séreux à séromuqueux. La congestion de la tête peut s'énoncer précocement avec un gonflement très visible et des yeux très congestionnés. Par la suite, on a la phase d'œdème. La température rectale redevient normale, pouvant prêter confusion avec une guérison. La bénoitiose entre alors dans sa forme subaiguë, qui dure de 1 à 2 semaines. La peau est encore chaude et épaisse, mais sans sclérodermie, et douloureuse à la palpation. Il y a formation d'œdème sous-cutané qui apparaît sur la tête, sur le fanon, dans les régions d'équilibre et à l'extrémité des membres. La marche est de plus en plus difficile pour l'animal. Chez la vache, la mamelle est chaude et douloureuse. Les trayons souvent violacés à leur base, et les mâles présentent des bourses hypertrophiées et œdématies. Les nœuds lymphatiques superficiels sont hypertrophiés. Des cas d'avortement ont parfois été décrits. Souvent tardifs, ils demeurent très aléatoires. Enfin, la phase finale est celle de la dépilation et de la sclérodermie. Les œdèmes régressent jusqu'à disparaître. La peau se plisse et s'épaissit de plus en plus, évoquant une peau d'éléphant. Des crevasses, possiblement surinfectées, apparaissent, en l'occurrence au niveau des membres et des articulations. Les poils tombent, la station debout devient de plus en plus difficile. Sur environ le quart des sujets infectés, les kystes abrasizoïdes oculaires du limbe sclérocornéen de la taille d'une tête d'épingle peuvent apparaître 6 à 7 semaines après la phase fébrile. Ils sont considérés comme pathognomoniques et peuvent persister pendant de longs mois. Les animaux les plus malades souffrent et s'amaigrissent, il est quasi impossible de les engraisser. Sur ces images, on peut voir un bovin qui est atteint en première phase. On peut notamment observer les écoulements oculaires et un état d'abattement chez l'animal. Sur cette autre image, on peut observer un animal qui est en troisième phase, qui est la phase de la sclérodermie, avec une peau qui rappelle celle de l'éléphant, qui est très épaisse. Sur ces images, on peut observer des kystes conjonctivaux abradizoïdes, bien visibles au microscope entre l'âme et la mêle. On peut noter l'épaisseur de la paroi du kyste et l'importance de la réaction fibreuse périphérique. Le diagnostic clinique est plus évident avec l'évolution des symptômes. Selon les phases de la maladie, le diagnostic différentiel doit se faire avec nombre de maladies. On cite notamment en phase fébrile la bronchopneumonie infectieuse enzootique, le coryza gangréneux et la télériose. On peut citer comme maladies avec lesquelles on doit différencier en phase d'œdème la fièvre catarrhale et les carences en zinc. Et comme exemple d'autres pathologies qui peuvent prêter à confusion en phase de sclérodermie, on cite les gales, la phtyriose, les démodécies, la dermatophilose, l'ichthyose congénitale, les paracaryatoses héréditaires ou secondaires à une carence en zinc. Pour ce qui est du diagnostic histologique, il permet de mettre en évidence les kystes abradizoïdes, après biopsie d'un lambeau de peau ou de raclage de la conjonctive. Cet examen n'est performant que 5 à 6 semaines après le début de la phase. Encore plus aisé est l'écrasement d'un kyste de la sclère sur une lame de microscope. Il révèle les caractéristiques du kyste abradizoïde de Benoîtier. Ceci est cependant à confirmer par l'immunosérologie. Donc, pour la sérologie, elle permet de mettre en évidence ces anticorps sériques spécifiques témoins de l'infection. Ces anticorps n'apparaissent à des niveaux significatifs que 4 à 6 semaines après l'infection. La séropositivité, souvent fluctuante, semble s'accroître avec le temps. Les bovins cliniquement atteints et infectés, porteurs de kystes oculaires abradizoïdes, présentent les taux de séropositivité les plus élevés. Les kits ELISA autorisent désormais un balayage sérologique large sur tous les bovins âgés de 6 mois. Donc, après disparition éventuelle des anticorps colostrum. L'évaluation de la séroprévalence est un outil précieux pour la stratégie de contrôle sanitaire. La PCR est aussi une option à envisager surtout en phase d'œdème. Elle ne permet cependant pas la détection des phases très précoces des tachyzoïdes.
Donc pour ce qui est du traitement de la bénoatiose, les sulfamides restent le traitement privilégié. Ils sont efficaces à des doses très supérieures aux doses normales. La sulfadimérazine est administrée à la posologie de 150 à 200 mg par kg de poids vif, alors que la sulfadimétoxine est administrée à dose de 60 à 80 mg par kg de poids vif en intraveineuse au minimum pendant la durée de 7 jours. La voie orale peut idéalement prolonger les 2 à 3 jours de traitement injectable. Sur le terrain, le traitement est parfois décevant du fait de fréquences ou dosage de sulfamide administrés. Il est donc primordial pour le vétérinaire de rester très vigilant sur ce point. Souvent efficace lors de détection précoce de la maladie et laissant penser à une vraie guérison, il ne permet néanmoins pas de lutter contre l'excrétion chez l'animal malade. Celui-ci reste quasiment à vie, porteur de nombre de kystes abrasizoïdes viables et infectants. Pour cette raison, les sujets qui ont présenté des symptômes doivent être systématiquement éliminés dès possible. Dans un cheptel infecté, après l'élimination imminente des malades, la priorité absolue est de gauger la séroprévalence par ELISA sur la totalité du troupeau. Si la séroprévalence est faible et inférieure à 10%, et que le contexte de voisinage est connu pour être sain, avec pas de cheptel voisin contaminé contrôlé par sérologie ELISA, l'option de la prophylaxie sanitaire avec l'élimination des animaux séropositifs est envisageable. En revanche, si la séroprévalence est plus élevée et supérieure à 30%, la stratégie d'élimination s'avère plus difficile du fait de sérieuses difficultés économiques avec le manque à gagner et le coût du renouvellement. Il faut alors coexister avec la bénotiose comme en zone dans outils installés. En effet, il semble qu'un état relatif de stabilité endémique puisse se mettre en place progressivement avec, à terme, peu de cas cliniques. Pour les cheptels et les régions indemnes de bénoatiose, il est nécessaire de prévenir régulièrement avec le contrôle sérologique à l'achat de tous les animaux, notamment ceux provenant de zones d'endémie, y compris les jeunes bovins et les futurs taurillons en vue de l'engraissement, par exemple. Voici donc pour ce qui est de la bénoatiose. Et avec la bénoatiose, on clôt notre cours de protozoologie médicale et vétérinaire des ruminants. J'espère que ce cours a été très bénéfique pour vous et on se retrouve dans un autre cours.